2 hommes, 2 institutions, et la peur qu'elles inspirent. Il existe 2 Cameroun. Celui que l'on rencontre dans un salon d'attente feutré, avec courtoisie et sourire. Et celui que l'on croise à un barrage routier, le cœur qui s'accélère. Un texte a récemment circulé, signé par l'influenceur Steve Fa, racontant sa rencontre chaleureuse avec 2 hommes, Martin Bargane-Guélé, délégué général à la Sûreté nationale, et Paul Atanga NJ, ministre de l'administration territoriale. Un récit tout en douceur, sur 2 figures parmi les plus puissantes de l'appareil sécuritaire du pays. Mais ce texte a suscité une indignation qui, elle, ne vient pas de nulle part. Alors posons la question simplement. Peut-on juger un homme d'État sur sa gentillesse en privé, sans jamais parler de ce que vivent les citoyens face à l'institution qu'il dirige? Partie 1. Ce que l'on sait, ce qui est mesuré. Commençons par ce qui ne relève pas de l'opinion. Dans son édition publiée en février 2026, l'ONG Transparency International classe le Cameroun 142e sur 182 pays, avec un score de 26 sur 100, en recul de 2 places, et sous la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas un accident de parcours. Dès 1998, 3 ans après la création de cet indice, le pays figurait déjà dernier sur 85 pays évalués. 28 ans plus tard, la photographie n'a guère changé. Ce sont des chiffres, publiés, vérifiables, qui ne portent sur aucun individu en particulier, mais sur le fonctionnement des institutions elles-mêmes. À cela s'ajoutent des faits d'actualité récentes et documentés. Le 25 octobre 2025, à 2 jours de la proclamation des résultats de la présidentielle contestée du 12 octobre, Paul Atanga NJ tenait une conférence de presse à Yaoundé. Il y a annoncé l'arrestation, dans la nuit du 22 octobre à Garoua, de 3 individus présentés comme des terroristes venus d'un pays voisin, soupçonnés d'avoir tenté d'introduire des explosifs artisanaux en vue d'infiltrer des manifestations. Une enquête criminelle a été ouverte à l'époque. 9 mois plus tard, aucune suite publique, ni procès, ni identification de commanditaire, n'a été communiquée à l'opinion. Autre fait daté et documenté. Le 1er décembre 2025, Anissé Ekan, président du Manidem et figure historique de l'opposition camerounaise, meurt en détention au secrétariat d'État à la Défense, à Yaoundé. Le gouvernement évoque des maladies chroniques préexistantes. Sa famille et son parti dénoncent des conditions de détention défaillantes, notamment un accès restreint aux soins. Le 5 décembre, sur la chaîne officielle PRC-TV, Paul Atanga NJ déclare « Être malade n'est pas un laissez-passer pour violer les lois de la République » et affirme qu'Ekan n'était ni martyr ni héros. Ces propos, largement repris, ont suscité l'indignation d'une partie de l'opinion, y compris, fait rare, d'un autre membre du gouvernement, le ministre de la Communication René Sadi, qui aurait laissé entendre que certaines décisions concernant la détention d'Ekan auraient été prises sans concertation. Voilà pour le terrain des faits établis. Ce qui suit relève de l'analyse et de l'interprétation de ces faits, et sera présenté comme tel. Partie 2. 2 récits, 2 Cameroun. D'un côté, le récit de Steve Fa, un délégué général de 94 ans à la lucidité intacte, un ministre courtois, un homme d'État qui aide discrètement les démunis loin des caméras. De l'autre, le récit de millions de Camerounais qui n'ont jamais eu cette conversation feutrée, qui composent un numéro d'urgence et n'obtiennent personne, qui préparent de la monnaie avant de sortir, par précaution, qui attendent, parfois pendant des années, le renouvellement d'un passeport sans jamais recevoir de refus formel, parce qu'un refus se conteste devant un juge, alors que le silence, lui, ne se conteste pas. Le délégué général à la Sûreté nationale a lui-même dû, à plusieurs reprises, interdire par note de service la confiscation abusive de cartes d'identité par ses propres agents au barrage routier. Une telle note n'a de sens que si la pratique qu'elle interdit continue d'exister. Faut-il choisir entre ces 2 récits? Pas nécessairement. Il est tout à fait possible que Martin Bargane-Guélé soit, en privé, l'homme affable que décrit Steve Fa, et que l'institution qu'il dirige continue, dans le même temps, d'inspirer la crainte à ceux qui la croisent sans privilège. Ce sont 2 questions différentes. La première porte sur une personne, la seconde, sur une fonction. Il existe cependant un autre son de cloche, qu'il serait malhonnête de passer sous silence. Les autorités et leurs soutiens font valoir que le contexte post-électoral de 2025, marqué par des appels à manifester et par la revendication de victoire d'un candidat arrivé en 2e position officielle, justifiait, selon eux, une vigilance sécuritaire renforcée. Pour ce camp, les mesures prises à Garoua et ailleurs relèvent de la protection de l'ordre public, non de l'arbitraire. C'est un point de vue qui existe, et le public a le droit de le connaître, même s'il ne dissipe pas les interrogations sur l'absence de suite judiciaire rendue publique. Partie 3. Un vocabulaire qui en dit long. Il existe une vieille vérité en politique, les mots ne sont jamais choisis au hasard. Dans un régime fortement centralisé, une déclaration publique n'est jamais seulement une déclaration. Elle devient un signal, un message.
Parfois même, un avertissement. Le 25 octobre 2025, lors d'une conférence de presse, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga NJ, déclarait notamment que les compatriotes qui cherchent à déstabiliser le pays par des publications séditieuses devaient se ressaisir, ajoutant qu'il était encore temps de prendre le bon chemin avant qu'il ne soit trop tard. Ces propos sont publics. Ils ont été prononcés devant les caméras. En revanche, ce qui relève ensuite de leur interprétation appartient au débat public. Car une question demeure. Qui sont exactement ces compatriotes? Quels sont les messages visés? Quels auteurs? Quels faits précis? Quel dossier judiciaire? À ce jour, chacun peut constater que cette déclaration ne s'accompagnait pas, publiquement, d'une liste nominative ni d'une présentation détaillée des cas évoqués. Et c'est précisément là que commence le terrain des interprétations. Parce que lorsqu'une déclaration reste générale, chacun finit par croire qu'elle le concerne. C'est un peu comme dans certains quartiers de Douala. La maman sort devant la maison et crie. Celui qui a mangé le poisson dans la marmite va voir aujourd'hui. Personne n'est désigné. Mais, étrangement, tous les enfants disparaissent. Même celui qui n'aime même pas le poisson. Même celui qui était chez le voisin. Même le chien commence à marcher doucement. Pourquoi? Parce qu'une accusation générale produit souvent une inquiétude générale. Et c'est exactement ce qui rend le choix des mots si important. La politique ressemble parfois moins à un discours qu'à une météo. Il suffit qu'un responsable annonce de gros nuages pour que chacun regarde son propre toit. Personne ne sait exactement où la pluie tombera. Mais tout le monde commence à rentrer le linge. Dans beaucoup de démocraties, les autorités rappellent régulièrement que la liberté d'expression connaît des limites fixées par la loi, notamment en cas d'incitation à la violence ou d'infraction pénale. Ce principe existe. Il est reconnu. Mais il s'accompagne généralement d'une autre exigence, celle de la précision. Parce que lorsqu'on parle de droit, les mots doivent être aussi précis que les textes qu'il invoque. Sinon, on passe du droit à l'impression. Et une impression peut parfois produire plus d'effet qu'une décision de justice. C'est particulièrement vrai pour les Camerounais vivant à l'étranger. Depuis plusieurs années, une partie de la diaspora exprime publiquement des inquiétudes quant à un éventuel retour au pays. Les raisons évoquées sont diverses. Certains parlent du climat politique. D'autres disent simplement préférer attendre. D'autres encore affirment ne prendre aucun risque tant que certaines tensions persistent. Ces perceptions ne signifient pas nécessairement que chaque inquiétude corresponde à une situation identique. Mais elles existent. Et elles alimentent un débat réel. Imaginons maintenant la scène. Un Camerounais installé à Montréal. Une Camerounaise vivant à Bruxelles. Un étudiant à Paris. Une infirmière à Bruxelles. Un chauffeur à Milan. Ils regardent cette conférence de presse. Ils entendent. Il est encore temps de prendre le bon chemin avant qu'il ne soit trop tard. Naturellement, chacun se pose la même question. Le message concerne qui exactement? Les auteurs d'infractions? Les opposants? Les blogueurs? Les journalistes? Les militants? Les influenceurs? Les simples internautes? Ou simplement ceux qui franchiraient les limites prévues par la loi? Lorsqu'une réponse manque, l'imagination commence souvent le travail. Et l'imagination politique est probablement le moteur le plus puissant du continent africain. Chez nous, on interprète même le silence. Un ministre éternue. Facebook écrit déjà 3 analyses. Le président apparaît avec une nouvelle cravate. WhatsApp annonce un remaniement. 2 généraux se serrent la main. Les groupes Telegram découvrent déjà un coup d'État. Chez nous, même une chaise vide peut devenir une information politique. Alors imaginez une déclaration officielle. Elle voyage. Elle est découpée, partagée, commentée, réinterprétée, amplifiée. Puis chacun y ajoute sa propre conclusion. C'est un sport national. Plus rapide que le championnat MTN Lituane. Mais il y a un autre mot qui mérite réflexion. Depuis plusieurs décennies, certains discours officiels présentent le président comme le père de la nation. Cette expression n'est pas propre au Cameroun. On la retrouve dans plusieurs pays. Elle relève d'un imaginaire politique où l'État est présenté comme une grande famille. Le chef devient le père. Les institutions deviennent la maison. Les citoyens deviennent les enfants. Sur le papier, l'image paraît rassurante. Mais une famille ne fonctionne pas seulement avec des discours. Elle fonctionne avec des actes. Parce qu'un père, ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle. C'est quelqu'un qui répond quand on frappe à la porte. Quelqu'un qui protège. Quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui rassure. Dans les familles camerounaises, lorsqu'un enfant tombe, la première personne qui l'appelle est souvent son père ou sa mère. Pas parce qu'ils sont parfaits,
mais parce qu'ils sont censés être présents. Or beaucoup de citoyens, eux, expriment parfois le sentiment inverse. Ils disent qu'ils voient davantage l'État lorsqu'il contrôle que lorsqu'il accompagne. Davantage lorsqu'il sanctionne que lorsqu'il explique. Davantage lorsqu'il interdit que lorsqu'il dialogue. Ces perceptions sont diverses et ne reflètent pas nécessairement l'expérience de tous les citoyens. Mais elles reviennent régulièrement dans le débat public. Et c'est peut-être là que réside toute la force du vocabulaire. Car un mot peut rassurer. Un mot peut inquiéter. Un mot peut rapprocher. Un mot peut éloigner. Les mots construisent la confiance. Les mots construisent aussi la méfiance. En politique, parfois, une seule phrase produit davantage d'effet que 10 décrets. C'est pourquoi le choix des mots n'est jamais anodin. Il participe à la relation entre les institutions et les citoyens. Et lorsqu'un pays traverse des débats sensibles, cette relation mérite plus que jamais d'être nourrie par la précision, la transparence et le dialogue. Partie 4. Le mécanisme, au-delà des hommes. Finalement, la véritable question n'est peut-être pas de savoir si tel ministre est sympathique, sévère ou charismatique. La véritable question est beaucoup plus grande. Elle dépasse largement les visages. Elle dépasse les biographies. Elle dépasse même les gouvernements. Ce qui mérite d'être observé, c'est le mécanisme. Parce que les hommes passent. Les méthodes, elles, ont parfois la vie beaucoup plus longue. Au Cameroun, comme dans beaucoup de pays, la communication publique semble parfois suivre un scénario que beaucoup de citoyens disent connaître presque par cœur. Premier acte. Une grande annonce. Une conférence de presse. Des caméras. Des micros. Des journalistes. Une déclaration qui fait immédiatement le tour des réseaux sociaux. Le lendemain, les débats explosent. Les émissions spéciales se multiplient. WhatsApp devient une véritable université populaire. Facebook produit des centaines d'experts. Même celui qui vend le poisson au marché devient soudain analyste en stratégie nationale. Et il faut reconnaître une chose. Chez nous, personne n'analyse l'actualité plus vite qu'un Camerounais connecté à Internet. À 8 heures du matin, une conférence commence. À 9 heures, Facebook connaît déjà la conclusion. À 10 heures, WhatsApp possède les documents. À 11 heures, les groupes familiaux annoncent déjà ce qui va arriver dans 6 mois. Chez nous, la vitesse de l'information dépasse parfois celle de la lumière. Puis vient le deuxième acte. Le silence. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent parfois des années. Et progressivement, l'attention collective se déplace. Parce qu'une nouvelle affaire arrive. Puis une autre. Puis encore une autre. Le Cameroun est peut-être l'un des rares endroits où une actualité chasse l'autre avec une vitesse impressionnante. Hier, tout le monde parlait d'un dossier. Aujourd'hui, plus personne ne s'en souvient. Demain, un nouveau sujet occupera les discussions. Et l'ancien disparaîtra dans les archives de Facebook. Pourtant, certaines questions restent. Lorsque des annonces importantes sont faites, beaucoup de citoyens attendent naturellement d'en connaître les suites. Quels résultats? Quelles conclusions? Quelles décisions? Quelles explications? Dans une démocratie, la communication ne s'arrête normalement pas à l'annonce. Elle continue avec le suivi. Parce qu'une promesse sans bilan ressemble un peu à un match dont on n'aurait jamais annoncé le score. Imaginez un commentateur sportif. Il crie pendant 90 minutes. Quel match extraordinaire! Incroyable! Historique! Puis, à la fin, il éteint le micro. Sans jamais dire qui a gagné. Le public rentrerait chez lui complètement perdu. Pourtant, en politique, certains citoyens disent parfois éprouver cette impression. Ils entendent les annonces. Ils attendent les résultats. Puis ils continuent d'attendre. Et pendant ce temps-là, une nouvelle conférence commence déjà. C'est un peu comme le taxi de Douala. Le chauffeur annonce. On part maintenant. Tout le monde monte. Puis chacun attend. On attend encore un passager. Puis encore un. Puis un cousin. Puis une tante. Puis le chauffeur descend acheter un beignet. Puis il revient. Puis il repart chercher le change. À la fin, le seul qui respecte l'heure, c'est le soleil. Le voyage finit bien par commencer. Mais personne ne sait exactement quand. Cette image est évidemment satirique. Elle ne décrit pas toutes les situations. Mais elle illustre une frustration souvent exprimée dans le débat public, le décalage entre l'annonce et son suivi. Car la confiance se construit moins sur les déclarations que sur leur continuité. Une institution inspire durablement lorsqu'elle explique non seulement ce qu'elle va faire, mais aussi ce qu'elle a effectivement fait. Autrement, les citoyens remplissent eux-mêmes les espaces laissés vides. Et lorsqu'un vide apparaît,
la rumeur s'y installe très rapidement. Au Cameroun, la rumeur voyage souvent plus vite que le communiqué officiel. Elle ne demande ni signature, ni cachet, ni conférence de presse. Elle possède un téléphone. Et cela lui suffit. Conclusion. Au terme de cette analyse, une chose apparaît clairement. Nous avons parlé de responsables publics. Mais le véritable sujet n'était peut-être pas eux. Le véritable sujet reste notre rapport aux institutions. Parce qu'un État ne se mesure pas seulement à la puissance de ses discours. Il se mesure aussi à la confiance qu'il inspire. Les faits publics existent. Des déclarations officielles ont été prononcées. Des annonces ont été faites. Des réactions ont suivi. D'autres éléments, en revanche, continuent d'alimenter le débat sans avoir reçu, à ce jour, de réponse publique complète. C'est précisément dans cet espace que naissent les interrogations. Les défenseurs des autorités estiment que certaines mesures sont nécessaires pour préserver l'ordre public et la sécurité nationale. Leurs critiques considèrent au contraire que certaines pratiques ou certains discours peuvent susciter des inquiétudes quant à l'exercice de l'autorité. Ces deux lectures existent dans le débat public. Notre rôle n'est pas de choisir l'une contre l'autre. Notre rôle est de présenter les faits disponibles, de distinguer ce qui est établi de ce qui relève de l'interprétation, et de rappeler que le débat démocratique suppose des preuves, des explications et de la transparence. Parce qu'au fond, le citoyen ordinaire ne demande pas des miracles. Il demande souvent des choses simples. Être écouté lorsqu'il s'adresse à une administration. Obtenir une réponse lorsqu'il dépose un dossier. Être traité avec respect lorsqu'il sollicite un service public. Pouvoir exprimer une opinion dans le cadre de la loi sans vivre dans l'incertitude. C'est peut-être cela, la véritable force d'un État. Non pas inspirer la crainte, mais inspirer la confiance. Alors nous vous laissons avec cette question. Lorsqu'on évalue un responsable public, faut-il d'abord regarder sa personnalité privée, ses qualités humaines ou ses intentions affichées? Ou faut-il surtout observer ce que vivent concrètement les citoyens lorsqu'ils sont confrontés, chaque jour, à l'institution qu'ils dirigent? Le débat vous appartient. Partagez votre point de vue avec respect dans les commentaires. Chez Camenews, notre engagement reste le même. Analyser, contextualiser et distinguer les faits, les déclarations publiques et les opinions, afin de nourrir un débat éclairé. Si cette vidéo vous a apporté des éléments de réflexion, abonnez-vous à Camenews, activez les notifications et rejoignez-nous pour les prochains décryptages de l'actualité camerounaise et africaine.